L'invité de la rédaction est aujourd'hui Sana Krasikov. Bonjour. Bonjour. Et Francis Giffard, éditeur de littérature étrangère chez Albin Michel. Bonjour Francis. Bonjour Paul. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, voilà comment les choses se sont faites. J'ai appris que Sana Krasikov venait de publier aux éditions Albin Michel Les Patriotes, et on m'a dit c'est sur un conseil de Francis Giffard. Et quand on m'a dit c'est sur un conseil de Francis Giffard, avant même d'avoir lu le livre, eh bien, j'ai invité Sana à venir nous en parler parce que, eh bien, depuis que nous nous connaissons, vos conseils ont toujours été judicieux et nous ont permis de découvrir un certain nombre d'auteurs et de novellistes, notamment dans mon souvenir. Et quand j'ai lu le livre de Sana Krasikov, eh bien, je n'ai pas été déçue. Au contraire, c'est un livre absolument incroyable et c'est ce que je lui ai dit, amazing. Et je dis dans les quelques mots d'anglais que j'ai pu tirer, parce que c'est un livre qui est un véritable kaléidoscope. Alors, c'est très compliqué d'en parler parce que il ne faut rien révéler. Et c'est un livre, d'une certaine façon, à rebondissement. Alors voilà ce que je propose à Sana. Je vais lui proposer un certain nombre de mots. Et autour de ces mots, elle va dire ce qu'elle veut en dire. Mm-hmm. Paul Henriette would like you to say a few words about some words she picked up, you know, which symbolize the novel. She would like to do it this way. Alors, ce qu'il faut dire sur ce livre pour que ce soit clair pour les auditeurs, c'est que c'est une sorte de kaléidoscope. Ça va sur 3 générations. 1934-2008, et qu'on va rencontrer un certain nombre de personnages. Les 3 principaux pourraient être Florence, la mère, Julian qui est le fils, et Lenny qui est le petit-fils. Ça va se jouer autour de ces 3 personnages. The life of 3 generations Yes. of one same family. Le premier mot que je vous propose, c'est Florence. The first word I would like to submit to you is Florence. What could you say? She's a complicated woman. C'est une femme compliquée. I wanted to show that we think of America as a place people immigrate to, but it was also a place people left. And she was one such person. And in fact, when I say she was, I'm talking both about Florence and the real woman she was based on. And we can continue talking about that in future questions. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que l'Amérique n'a pas seulement été un endroit vers lequel les gens ont émigré, mais c'est aussi un endroit d'où des gens sont partis pour aller ailleurs. Et c'est le cas de Florence, comme c'est le cas de la femme sur laquelle j'ai basé ce personnage. You can keep going if you want to. So, you know, when I finished my first book, I was on radio shows and I was meeting with readers. And then at the end of that, my family and I went to Cape Cod, and we vacationed with good friends. And the husband's name was Timothy Friedman. And you can, if anyone opens the book, they will see who it's dedicated to. And Timothy, I had never thought that this was not a typical Russian immigrant name. He looked like my father. He spoke like my father, same accent, same politics. But I learned that his parents were both Americans, and they had left the United States at the height of the Great Depression and then went to Russia to stay there for the next, countless decades. En fait, c'est au cours de la tournée qui a suivi la parution de mon premier livre l'an prochain à Tbilissi, un recueil de nouvelles. À un moment donné, après la tournée qui a suivi la sortie du livre, je suis allé avec mes parents à Cape Cod et avec certains de leurs amis, des proches de la famille, dont quelqu'un qui s'appelle Timothy Friedman. Et Timothy, j'ai toujours pensé qu'il était russe parce qu'il ressemble à mon père, il parle comme mon père, et je ne m'étais jamais imaginé qu'il pouvait être américain complètement. Et en fait, c'est là qu'il m'a raconté l'histoire de ses parents et de sa mère qui sont partis dans les années 30 au moment de la Grande Dépression pour aller en Russie et où ils ont passé une grande partie de leur vie. Est-ce que le fait que ce soit une famille juive a une importance dans le livre? The fact that this family is a Jewish family, is it relevant in the novel? In this novel, yes, it is very relevant. First off, because quite a few of the
you can call them enthusiasts or true believers who were heading to Russia at this time. And remember, the 30s Moscow was the Paris of the 30s. It was where the intellectuals and the artists and also a lot of unemployed workers, frankly, went. And quite a few among them were Jews. And then they basically went from being kind of these outspoken American Jews to experiencing the Soviet Jewish experience, which was very different and which changed quite dramatically in the period that's covered by this book. En fait, oui, c'était très important que cette famille soit juive parce que beaucoup des gens qui sont partis pour la Russie à cette époque en provenance des États-Unis étaient juifs. Il faut se rappeler que à cette époque, Moscou était le Paris des années 30. C'est là que venaient beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes, beaucoup de philosophes, d'écrivains. Et c'est vrai que nombre de ces gens étaient des juifs américains qui avaient une personnalité assez extravertie, qui avaient l'habitude de ne pas garder dans leur poche ce qu'ils avaient à dire. Et ça a été assez radical pour eux de se retrouver à partager l'expérience des juifs soviétiques. Les deux autres mots que je vous propose sont idéal et liberté, mais je ne sais pas s'il faut les accoler ou pas. Two words I would like to submit to you are an ideal and freedom. Can we attach them or not? Ideal and freedom. Yes, I was thinking a lot about the idea of what the different ideals of the different characters in this book were. Because I think Florence, she leaves America because she has an ideal of equality, and she does not feel that during the Great Depression, America is living up to that ideal. And yet her son, who grows up in the orphanages in Russia, because I don't want to give away spoilers to the book, but many things happen to his parents. And he grows up in a world where everybody is equally poor and equally miserable. And so his ideal is not one of equality, it is one of freedom. And those two ideals have always had a sibling rivalry, I would say, in America. And in fact, the pendulum swings from one to the other. And it is one reason that the fact that mother and son believe these two almost opposite things, that they have a very hard time finding a common language during their lives. Oui, pour moi, c'était très important d'aborder cette question des idéaux, parce que les idéaux de Florence et de Julian n'ont pas grand-chose à voir. Elle, c'est vrai, comme beaucoup de personnes à cette époque, elle a cru dans les idéaux du communisme. Elle vit à une époque où les États-Unis connaissent de grandes difficultés, où elle ne trouve pas dans son pays la réalisation de ce à quoi elle s'attend. Et elle va donc en Russie pour espérer y trouver cela. Donc elle a vraiment cet idéal d'égalité, de liberté, d'une meilleure vie pour tous. Bon, il se passe plein de choses dans le livre et je ne veux pas déflorer quoi que ce soit, mais pour son fils Julian, qui grandit, lui, dans les orphelinats communistes, il vit dans un monde où tout le monde est pauvre, tout le monde connaît les mêmes difficultés, tout le monde est écrasé un petit peu par cet idéal, et lui, ce à quoi il aspire, c'est la liberté. Et c'est vrai que la mère et le fils ont des attentes et des idéaux qui sont de fait différents, et c'est peut-être ce qui explique leurs difficultés finalement, à l'un comme à l'autre, parce que leurs aspirations sont contraires. Parce que ce livre est aussi un livre qui raconte une histoire de famille, et par famille j'entends les relations entre Florence et ses parents, entre Florence et son fils, et entre son fils et son fils, c'est-à-dire entre le fils de Julian et Lenny, c'est-à-dire que on vit plusieurs histoires de famille en kaléidoscope autour d'une même famille. So the novel is also very much a novel about family dynamics, because we see the relationship Florence has with her own parents, we see the relationship she has with her son, we see the relationship her own son has with his own son. So it's like a kaleidoscope, you know. Yes, there's ripples in each generation. Mm-hmm. Well, so
the idea for this book came from a story that Timothy told me, which he was a teenager essentially when he saw his mother again. She was gone for a portion of his life, and she was in fact in the Gulag. And when she came back on the trains because after Stalin's death, people were not let out all at once. And he met her on a train platform in the city of Engels. And the first thing he remembered it was that when she spoke to him in Russian, she had a thick American accent. She had a Brooklyn accent in Russian, and he had forgotten this. He had kind of erased it from his memory. And so that scene became the seed for the book, and I think represented kind of some of the communication difficulties that continue to haunt their relationship. I'll let you translate. Oui, en fait, vous avez raison, et c'est vrai que ces relations ont des répercussions sur les autres. En fait, il y a comme un legs d'une génération à l'autre. Mais je dois dire que l'image qui a été la racine du roman, c'est quand Timothy Friedman m'a raconté le moment où il a rencontré sa mère. C'était déjà un grand adolescent quand elle est sortie du Goulag. Après la mort de Staline, on a libéré les gens massivement, et il a rencontré sa mère sur le quai d'un train. Et en fait, quand il l'a vue, il a entendu sa voix qu'il avait, pour ainsi dire, presque oubliée, et derrière le russe, il a reconnu cet accent très marqué, un accent américain, un accent de Brooklyn dont elle était originaire et qu'il avait totalement oublié. Et c'est cette rencontre qui a été, et cette image qui a été vraiment le début pour moi de ce roman. Alors cette image et ce début, enfin on vit cette scène dans le livre, puisque à un moment donné, effectivement, Julian va voir sa mère, et d'ailleurs c'est là qu'on voit la fragilité de Florence, la fragilité de cette mère, parce que Julian la regarde et elle lui dit: mais tu ne me reconnais pas, j'ai dû beaucoup vieillir. Donc on sent déjà une femme qui a été un peu cassée, qui est un peu brisée de l'intérieur. Yeah, when we leave the scene in reading the novel, you know, we see that she's a very frail woman. She's kind of broken because of what she went through, and she's astonished that her boy does not recognize her. So there is this specific relationship starting again at that time. And the echo of that relationship, I think, happens again when it's time for him to leave America. And again, it sounds like I'm giving away a lot of plot, but there's a lot more in the book than that. But what struck me was that when it was time for him to go, when the gates opened to America, and he said, "Mama, are you coming with me?" And in the book, he's an only child, and she did not. I mean, just as he had forgotten what she sounded like, she has forgotten the word America. She cannot say it, and so she's fragile yet again. She's getting older, and she, has broken her elbow, and she can't say, "Oh, can I go to America with you?" Because she's afraid of going back. And she says, "Are you still going to that place? And I thought the idea of not being able to say that was so interesting, because it reminded me so much of my own grandfather and my grandparents when we were leaving. It was such a strangely universal experience for that generation to have this cognitive break and not say what they're talking about. And oui, en fait, effectivement, cette scène, elle a un effet miroir dans le roman. C'est au moment où Julian annonce à sa mère qu'il va quitter la Russie pour partir aux États-Unis. Et c'est vrai qu'elle a du mal à se rappeler même de ce à quoi l'Amérique ressemble. Et elle n'ose même pas d'ailleurs prononcer ce mot. Elle dit à son fils: "Est-ce que tu pars toujours pour cet endroit?" C'est
vrai qu'elle a du mal à réaliser ce qui l'attend. Elle a laissé ça derrière elle depuis si longtemps. Et ça m'a rappelé, moi, ce que mes grands-parents comment la façon dont ils ont réagi quand nous sommes partis, quand mon père, j'étais enfant à cette époque, a annoncé que nous quittions la Russie pour aller aux États-Unis. C'était un petit peu la même chose finalement. Il n'arrivait pas à prononcer, à dire les choses franchement et véritablement. Alors dans ce roman, il faut le savoir, on n'est pas dans une linéarité, c'est-à-dire que ça ne commence pas en 1934 et ça ne se termine pas en 2008. On va se promener à travers les époques et on va avoir, et c'est ça qui est absolument incroyable parce que Sana prend son lecteur et ne le lâche plus, on va avoir des perspectives qui vont être des perspectives différentes. La perspective de Florence et on va être un peu Florence, et puis la perspective de Julian et on va être un peu Julian, et la perspective de Lenny. Et on va se promener comme ça. Il y a évidemment beaucoup d'autres personnages aussi qui chacun va apporter son éclairage. Et c'est pour ça que je trouvais que partir de mots pouvait être une façon d'aborder ce texte qui est un texte totalement envoûtant, parce que quand vous rentrez dans l'univers de l'auteur, c'est un peu comme Proust, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'univers, et ben vous êtes happé totalement par cet univers, et puis vous suivez, vous allez là où on a envie de vous conduire. Il y a un mot que je voudrais vous entendre, sur lequel je voudrais vous entendre, qui est aussi important dans ce livre, c'est le mot trahison. Mm-hmm. Paul Laureate was saying that it's not a linear process in the novel. We go from one time to the other, and we follow Florence through her life. We shift to Julian's perspective, and even to Lenny. Mm-hmm. It's a very rich and a very kaleidoscopic novel. There is one word she would like to submit to you, which is betrayal. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, every character has his or her loyalties tested. And to me, as a writer, that's such an interesting question, to split a character's allegiances, to have somebody do all the wrong things for the right reasons. Those characters are always fascinating to me. People who are, I think we all like to think of ourselves as fundamentally good people, but we often still do the wrong things. And I became obsessed with this idea of turning a character who is quintessentially American, in that she's open about everything, into somebody who has to survive in a system where one cannot be that. One cannot be the same in every situation, and to see what she would do with it. And I discovered many interesting things about Florence when I put her into that situation. Oui, ce que j'avais envie, c'était de soumettre la loyauté de mes personnages à rude épreuve. C'est vrai que chacun d'entre eux, à un moment donné, fait de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Chacun tour à tour, et c'est vrai que Florence, elle est soumise à rude épreuve, puisque elle est américaine, donc elle vient d'un pays où on peut être une seule personne et faire valoir ses droits et dire ce qu'on a envie de dire et réclamer ce que l'on a envie de réclamer, et elle va se trouver plongée dans un monde où on est sans cesse amené à évaluer sa position, à calculer ce que l'on va faire ou ce que l'on va dire pour pouvoir tout simplement survivre. I want to follow up saying it's not only her in the story. I think that part of the idea is that when we have certain ideals, it does sometimes make us easier to manipulate. And there's a whole chapter in the book about what I like to call the biggest Jewish fundraising campaign that no one's ever heard of. And because there were so many
famous Jewish writers and poets and playwrights who came back to Russia and then found that their talents were exploited in a way that they would never have anticipated. And what does it mean to have our best qualities instrumentalized and used in ways that we did not intend? Et en fait, oui, je pense que chacun de... Ça n'est pas seulement Florence. Chacun des personnages est appelé à ça, et tout en pensant, voilà, faire les choses pour de bonnes raisons et être de bonnes personnes. Et il y a un moment dans le livre où j'ai voulu montrer que finalement, on peut voir le meilleur de soi détourné pour de mauvaises raisons et à des fins néfastes. C'est notamment ce passage dans le roman où il y a cette levée de fonds pour une organisation juive et où énormément d'écrivains, d'artistes, de poètes viennent en Russie et qui se rendent compte à un moment donné, voilà, que ce qu'ils ont de meilleur en eux finalement est totalement détourné et sert à des fins inavouables. Notre invitée est Sana Krasikov. Nous parlons des Patriotes. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, nous avons parlé de trahison, nous avons parlé de famille. Il est temps maintenant pour nous de parler de secrets de famille. So now it's time to talk about family secrets. My own family secret. Well, just like Julian has a hard time convincing Florence to follow him to America, my parents had a terribly difficult time convincing my mother's parents to come. And in fact, they never did convince them. What convinced them ultimately was Chernobyl. The reactor exploded and this little house that they wanted to leave to my mother was completely worthless. And so they said, okay, we'll go with you to America now. And the irony was that when we arrived, we were lucky enough to be sponsored by an American synagogue. And we had this beautiful welcoming committee that held one of these giant red banners that kind of looked like the old Perestroika banners. And it said, welcome. And in large letters, it said Kesselman's, which was my grandfather's name. And in tiny little print, it said, and Krasikovs. Because I think they thought, maybe the Kesselmans are the real family and the Krasikovs are their Russian Goyim relatives. And my father saw this banner and he was furious. He said, I dragged this man out. And look, he gets all the credit. Oui, c'est vrai que ma famille a aussi des secrets, bien évidemment. Et comme Julian a eu, lui, beaucoup de mal à convaincre sa mère de le suivre aux États-Unis, je dois dire que mes parents ont eu beaucoup de mal à convaincre les parents de ma mère, voilà, qui ne voulaient pas du tout quitter la Russie, partir aux États-Unis, et finalement ils y sont arrivés avec la promesse, voilà, de pouvoir vivre avec mes parents, et après beaucoup d'efforts ils ont accepté de quitter la Russie, et qu'il fallait que l'on soit comment dirais-je, sponsorisé par une synagogue américaine. Quand on est arrivé aux États-Unis, il y a eu un comité d'accueil, il y a eu une fête. Le nom de famille de ma mère est Kesselman, et il y avait une immense barrière rouge comme celle que l'on pouvait voir en Russie au moment de la perestroïka, et il y avait écrit bienvenue au Kesselman en grosses lettres et en tout petit en dessous, et au Krasikov, comme si les Krasikov étaient finalement une famille de Goy que les Kesselman avaient réussi à entraîner avec eux. Et mon père était furieux parce que il s'est dit, voilà, on s'est démené pour les faire venir avec nous et c'est eux qui ont tous les honneurs. Un tout dernier mot avant de se quitter, Sana Krasikov, un mot qui concerne finalement la dimension juive de ce roman. Vous disiez, parce que je vous le demandais, est-ce que c'est important que cette famille soit juive? Vous avez répondu, oui, c'est important. Je voudrais que vous en disiez plus sur l'importance justement de ce judaïsme, parce qu'il y a derrière les refusniks, parce qu'il y a derrière toute une période de l'histoire qui concerne très directement les Juifs en leur entier. Yes, in conclusion to this interview, I would like to ask you about the Jewish dimension of the novel, because I asked you earlier if it was important for these people to be Jewish, and you said so. Could you say a few words about the Jewish dimension of the book?
I think maybe the seminal trauma of Russian Jewish life was this history where, for periods of time, this Jewish identity was very encouraged, and specifically, during World War II, when Russia had run out of money and was raising money from American Jews and was having radio concerts with people like Paul Robeson in Yiddish and asking American Jews to open their purses to help their brothers and sisters who were being persecuted by Hitler. And then that led to a real blossoming of Jewish identity, which was then, after the war, the screws were tightened again. And for another 2 decades, you could talking about yourself as a nation was more or less illegal. And this flipping and flopping between encouraging it and repressing it created a kind of dual mind, where Russian Jews were both proud and paranoid at the same time. It was very difficult to explain this dichotomy to American Jews. It created kind of a rift between the two groups for many years, and something I lived with. And I wanted to kind of show the psychological history of that experience. Mais pour moi, le trauma des Juifs russes, il est essentiel. C'est vrai que pendant un long moment, après la Révolution, il y a eu vraiment une libération de l'identité juive, un encouragement. Beaucoup d'intellectuels et d'artistes étaient juifs, et les Juifs étaient une partie importante de la Russie soviétique. Et ça a connu son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a fait beaucoup appel aux Juifs américains pour aider la Russie en s'appuyant sur la Shoah et sur la façon dont les Juifs d'Europe avaient été traités par Hitler, et en appelant à l'aide financière des Juifs américains. Et puis finalement, à un moment donné, on a sombré dans la Russie stalinienne et totalitaire, et à ce moment-là, l'identité juive a été menacée et réprimée. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour les Juifs russes de voir cette dichotomie soudaine, alors qu'il y avait eu un épanouissement très important de la culture juive en Russie, l'encouragement à la promotion du yiddish. Subitement, eh bien, on est tombé dans un univers où ça a été totalement combattu. Et j'avais très envie de montrer dans le roman ce mécanisme et ce chaud et ce froid qui ont été si importants pour les Juifs russes. Sana Krasikov, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre roman, Les Patriotes. Francis Giffard, merci infiniment d'abord de nous avoir permis de connaître Sana. Merci également pour votre traduction. Et c'est un livre de la rentrée, c'est le livre de la rentrée, et il est sorti aux éditions Albin Michel. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info. Alors en entendant tous les mots qui ont été proposés, on pourrait avoir l'idée qu'il s'agit d'un roman noir, d'un roman triste, d'un roman de douleur, d'un roman de souffrance, même si tout ça existe, mais il y a aussi l'amour, et l'amour y tient une place absolument importante. Hein. We could think that after all what we said, that it is a very sad book with a lot of trauma, and of course there is trauma and there is sadness through the lives of these people, but we should say something about love. Yes, there's a lot of love, there's a lot of humor. I always have a hard time to decide. I mean, I think it's hard to write about Russia and not have some heavy material, but my sister is a doctor, she's in a book club, and all the doctors, half of them are Russian, half of them are American, and they read some stories of mine, and all the Russians said, "This is so funny, this is hilarious," and the Americans, "Oh, this is so sad." It's the same stories. So it's just, I think maybe the French reader may identify more with the dark humor and the Russian read on a book like this. Oui, il y a beaucoup d'amour dans le livre, beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Et c'est vrai que j'aimerais raconter une petite
anecdote, ma sœur est médecin, elle appartient à un club de lecture où il y a autant de gens d'origine russe que d'Américains pur jus. Et ils avaient lu mon recueil de nouvelles l'an prochain à Tbilissi. Et les Américains avaient trouvé ça très, très triste, très sombre. Et les Russes avaient trouvé ça très drôle. Et je crois qu'il y a quelque chose, voilà, peut-être que les Français vont eux aussi être sensibles à l'humour noir qu'il peut y avoir dans le livre. Et il est important qu'il y ait de l'humour parce que à chaque fois que l'on traite de la Russie, on s'attend évidemment à des choses assez sombres et assez lourdes. Alors, il y a de l'humour, mais il y a de l'amour. Moi, je voudrais qu'on parle d'amour, parce que finalement, ce qui pousse d'une certaine façon aussi Florence à partir, c'est son idéal, c'est la liberté, mais d'une certaine façon aussi, parce qu'elle est un peu midinette aussi, c'est l'amour, c'est l'amour d'un homme, c'est l'amour d'un homme et tout ce qu'elle met derrière l'amour de cet homme, qui d'une certaine façon lui fait des promesses sans les lui faire, parce que lui aussi l'aime, mais c'est un peu plus ambigu de son côté. Yeah, love is a vessel for most of the characters in the novel, and first of all for Florence, because of course she's idealistic, she's looking for a better world, but she's also seduced by a man. You know, she's a young girl and she falls in love. It was important to show that people didn't just go for ideological reasons; they went for personal reasons. So the storyline you were talking about. People ask, how did Russia go from being an agrarian society to an industrial society in practically 20 years? That's very fast. Well, they didn't really invent anything. They bought it all from America and from Germany. And all of this technology, all of these big machines for the dams, the factories, the tractors. And how did they learn to use all of this? They sent young, English-speaking, handsome engineers to America. And when I was interested in this book, I told Timothy, and he sent me a box full of his mother's declassified KGB files. And I saw some things that led me to what you're talking about. I'll let you translate. Oui, en fait, ce que je voulais montrer, c'est que les gens n'allaient pas seulement en Russie pour des raisons idéologiques. Il y avait aussi des raisons personnelles. Et il faut bien savoir que la Russie est passée en l'espace d'une vingtaine d'années d'une société très agraire à une société industrielle. Et ça s'est pas fait par miracle. Tout ce qui a servi à l'industrialisation du pays venait des États-Unis ou d'Allemagne, et pour apprendre à se servir de l'équipement qui pouvait servir à construire des barrages, à construire des usines, des machines-outils, des tracteurs et autres matériels agricoles, eh bien il fallait apprendre à s'en servir. Les acheter ne suffisait pas. Et c'est comme ça que la Russie a envoyé, notamment aux États-Unis, de jeunes ingénieurs russes parlant parfaitement anglais, souvent assez bien fait de leur personne, et ça a été aussi un outil de cette diplomatie. Et c'est vrai que pour Florence, voilà, ça va être un peu le point de déclic pour la motiver encore à aller en Russie. Et quand je me suis intéressé à cette époque et à cette question qui est largement documentée, Timothy Friedman m'a donné une boîte avec le dossier déclassifié par le KGB de sa mère. Yes, and and it was interesting to see what she was interrogated about. And one of the things she was interrogated about was a relationship with a certain young engineer. And I don't know what the truth was, but in my imagination as a writer, I know that she worked as a translator for these young engineers who came here to pick all this stuff up, and that eventually she did go to Russia. So, I have this story of, there's many perspectives in the book, and one of them is this man she falls in love with who sees the situation very differently from her. It's not that he doesn't return her feelings, but there are some things that he is unable to say to her, and that she won't understand until much later.
En fait, dans le dossier, dans la boîte avec les documents déclassifiés, il y avait des procès-verbaux d'un interrogatoire où on demande à la mère de Timothy Friedman d'en dire un peu davantage sur la relation qu'elle a entretenue avec un jeune ingénieur russe. Et c'est vrai que cette femme, elle a servi d'interprète au moment où ces jeunes ingénieurs sont venus aux États-Unis parce qu'elle parlait russe et que tous ne parlaient pas nécessairement anglais lors de ces négociations. Et tout de suite, je me suis mise à imaginer, voilà, ce que ça pouvait être, qu'elle pouvait avoir eu une relation avec cet homme qui dépasse leur simple cadre professionnel. Et ce qui m'a intéressé dans le roman, c'était d'imaginer finalement la façon dont cet homme et cette jeune femme ont cette relation. Elle, bien entendu, elle était prise de lui, mais lui, il sent qu'il ne peut pas tout lui dire. Il y a des choses qu'il n'est pas en mesure de lui faire savoir. Voilà, c'est-à-dire il y a évidemment, elle a des sentiments pour lui, il en exprime en retour, mais en fait, il ne lui est pas possible de dire la vérité sur l'endroit d'où il vient. Il y a dans ce roman plusieurs niveaux de lecture. Il y a l'histoire effectivement de Florence, de ce qu'elle va vivre, l'histoire de son fils, l'histoire de son petit-fils, de ses amitiés, des amitiés des uns et des autres. Mais il y a aussi un aspect qui est un aspect beaucoup plus politique, même s'il n'apparaît pas comme un essai entre les relations diplomatiques et économiques d'ailleurs entre la Russie et les États-Unis. Et finalement, vous en dites beaucoup, vous révélez beaucoup de ces relations entre ces deux pays qui apparemment tout séparent et qui en fait en underground commercent et échangent beaucoup. Il y a donc une sorte de décalage entre ce qu'on voit et entre ce qui est. Mm-hmm. Yes, of course, the novel has several levels of reading. You know, the first level, it's a compelling story, which a lot of things happen to the characters. There is a very complex plot. But there is also a political level about the relationship between Russia and the United States, and the evolution of that relationship, and also the fact that there is always some underground things going on, like trade and Absolutely, yes. I was interested in not the story that was on the front pages, but the backdoor relationship. Do you want to translate? Oui, en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement d'aborder ce qu'on découvre à la première page des journaux, mais d'aller un peu en coulisses. Because just like I started writing this, not writing it, but thinking about it in 2008, and then really getting into 2010, and just as I was writing it, our election came, and you would hear things like that. I was the sort of things I was finding in my research, which was that in the 30s they were saying Russia is spying on us through its agents in Amtorg. It is trying to hack our elections through its agents in the Communist International, and the press was beating this drum against the Red Menace. But on the back end, there was millions of dollars of business being done between Russia and America, because while we were economically stagnant, all the companies were selling to Russia so that it could industrialize. And so it was, very much like what it appeared to be in the last few years, which is on the front end, Russia is trying to destabilize us, but then there's still kind of real business being done at the same time. And that's not new, that's always been part of our relationship. Oui, en fait, ce que j'avais envie de montrer, c'est que il y a toujours les choses telles qu'on les imagine à travers les médias, et puis la réalité de cette relation entre les États-Unis et la Russie. J'ai commencé à réfléchir à ce livre en 2008, et j'ai commencé à y travailler, à me mettre à l'écrire en 2010. Et à ce moment-là, déjà, les médias américains parlaient de la menace rouge,
du péril et du danger que fait peser la Russie sur la démocratie. Ça a rappelé un petit peu ce qui se passait dans les années 30, quand ces jeunes Russes venaient aux États-Unis pour acquérir des compétences sur le matériel qu'ils achetaient aux Américains. On s'imaginait que c'était des espions qui venaient en fait essayer de voler des secrets, etc. Et encore aujourd'hui, on a vu, ça a été très important aux États-Unis comme ailleurs, de se dire que les Russes essayaient d'influencer sur les élections, de répandre des fake news et de subvertir un petit peu les démocraties occidentales. Alors il faut savoir qu'au moment où on entend cela, et, en arrière-plan, bien évidemment, qu'on continue à faire des affaires avec la Russie, et il n'y a encore pas si longtemps, alors que l'économie ralentissait beaucoup aux États-Unis, eh bien, on avait tout intérêt à vendre énormément de choses aux Russes qui en avaient besoin. Donc il y a ce double discours, officiel et officieux. Une toute dernière question avant de nous quitter, Sana Krasikov. Les patriotes, pourquoi les patriotes? One last question before the end of this interview. Patriots, why patriots? Great question. And I will confess, I did not come up with that title. It was my editor in the United States. And I'm not sure it's the title I would have chosen. I think I can go into the reasoning, but and much like covers, titles are a tool of marketing. And unfortunately, I did not have much of a say in the title. But it's grown on me. En fait, c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, ça n'est pas le titre que j'aurais voulu donner à mon livre. C'est mon éditrice américaine qui l'a trouvé, qui l'a imposé. Et comme la couverture, le titre est un instrument du marketing. Et bon, je dois dire qu'avec le temps, je m'y suis habitué. What would have been your title? Qu'est-ce qu'aurait été votre titre? I mean, it was originally The Repatriates, because they all repatriate. But I do think the characters all have a very different definition of patriotism, and that is a source of tension in their relationship. So to that degree, I think there is some hidden meanings in the title. En fait, au début, moi, je voulais appeler ce livre Les Rapatriés, parce que c'est de cela dont il est question, ces allers-retours d'un continent à l'autre. Et puis finalement, c'est vrai que tous les personnages sont patriotes à leur façon. Ils ont un patriotisme qui varie de l'un à l'autre, mais ils ont des choses qui sont chevillées à leur âme et à leur corps. Merci infiniment, Sana Krasikov, d'avoir été avec nous ce matin. It's a good title. Les Patriotes, le titre donc de ce livre qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Merci infiniment, Francis Giffard, d'avoir été avec nous. Merci pour cette traduction. Merci également pour cette découverte. Je vous le conseille et on se trompe rarement sur RCJ, mais vous allez voir, c'est le livre de la rentrée.